Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je vous accueille à ce colloque consacré à tabous et transgressions. Comme vous le savez sans doute, les colloques précédents ont été co-organisés par les chaires d'assyriologie et milieu biblique. Cette année, la chaire milieu biblique se trouve un peu orpheline de l'assyriologie, mais en espérant que ça ne va pas durer très longtemps. Néanmoins, j'ai eu la chance d'avoir pu compter sur des nombreux collègues et amis du domaine de l'assyriologie qui vont intervenir, qui ont accepté de participer à l'occasion de ce colloque. Et j'aimerais remercier tout particulièrement le professeur Jean-Marie Durand pour toute l'aide et les conseils qu'il a pu me donner pour l'organisation de ce colloque donc, auquel vont participer des spécialistes de toutes sortes de domaines, de l'Égypte ancienne, des mondes hellénistiques arabes, de l'archéologie, de l'histoire et surtout aussi, bien sûr, des sciences bibliques, des assyriologues, je vous en ai déjà parlé. Donc le thème de cette année se prête assez facilement à des enquêtes interdisciplinaires, car il n'existe sans doute pas de société, pas de groupe humain qui ne se structure pas autour du binôme tabou et transgression. Je n'ai ni le temps ni les compétences de me livrer à une analyse anthropologique, psychologique ou sociologique sur le terme de tabou, terme arrivé au début du XXe siècle dans les langues indo-européennes, semble-t-il, d'origine des langues polynésiennes. Encore là aussi, il y a des débats, mais peu importe. Le débat sur la traduction adéquate de tabou n'est pas clos. Le sera-t-il un jour? Probablement pas. Et c'est sans doute à cause de cette difficulté que de trouver un équivalent dans les langues indo-européennes qu'on a retenu simplement l'expression tabou. On a également cherché, puisque les langues indo-européennes ne nous donnent pas des possibilités de traduction, donc on est allé voir aussi dans les langues sémitiques. En ce qui concerne l'hébreu, on a proposé de nombreuses équivalentes, comme kadosh, qui serait l'équivalent de tabou, ou encore bochet, la honte, ou encore toeva, l'abomination. Mais là aussi, il n'est pas sûr qu'il s'agit de vrais équivalents. Le mot a été utilisé d'abord dans le contexte des sciences des religions et ensuite dans la psychanalyse. Vous connaissez tous le livre de Sigmund Freud, Totem et Tabou. Aujourd'hui, évidemment, le terme est passé dans la langue courante et couvre quasiment tous les domaines. Nourriture, politique, justice, santé, langue, etc. Pour la cohésion d'un groupe, d'une société, le respect des tabous semble constitutif, mais ce respect s'accompagne, alors est-ce que je peux dire inévitablement, des transgressions de ce tabou. Soit des transgressions réelles, soit au niveau des fantasmes et des mises en récit. Différents groupes ou sociétés ont différents tabous, dans l'Antiquité comme aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Je peux, par exemple, l'argent. Peut-on parler de l'argent? C'est très différent déjà d'un côté du Rhin et de l'autre. Peut-on dire combien on gagne? Certains milieux, c'est totalement tabou. La vie privée des rois et des hommes politiques, est-ce privé? Jusqu'à quel moment? La sexualité, est-ce quelque chose de tabou? Je passe. Donc, vous faites les rapprochements qui vous semblent adéquats. Souvent, on a dit aussi que l'endogamie, voire l'inceste, constituent des tabous quasi universels. C'est sans doute aussi le tabou dont existe le plus de récits, des poèmes, des chants, des films, etc., qui décrivent la transgression de ces tabous. Donc, les contributions de ce colloque cherchent à explorer, sous différents aspects philologiques, anthropologiques, religieux, historiques, sociologiques, etc., les constructions de tabous et leurs transgressions. Et comment dénoncer la transgression d'un tabou? Un tabou est-il un interdit ou est-ce autre chose? Quel est le rôle de la sexualité, du sang, de la nourriture, du genre, de la mort dans la construction de ces tabous?
peut-on légiférer sur la transgression d'un tabou, alors que si le tabou lui-même se situe d'une certaine manière au-delà de la loi? Alors, tout cela, je ne sais pas si vous en saurez plus demain soir, mais l'idée, c'est en effet de faire un peu un tour d'horizon assez large sur cette question. Alors, quelques indications d'ordre pratique. Les communications, alors ça c'est important aussi pour les personnes qui vont intervenir, que je remercie très chaleureusement d'être venues. Les communications dureront pas plus que 25 minutes. Donc ça, c'est un rappel. Ensuite, vous aurez une dizaine de minutes pour réagir, pour poser des questions. Et à la fin de chaque moitié de journée, il y a encore un petit moment de discussion pour reprendre un peu l'ensemble des communications de la demi-journée. Alors, j'ai un changement à vous signaler. Si vous avez le programme, donc ce n'est pas très compliqué. Un seul changement. André Lemaire, frappé par un deuil, sera absent aujourd'hui. Il sera par contre présent demain. Donc, Corinne Lanoir a accepté de changer sa place avec André Lemaire. Donc, à la place d'André Lemaire, tout à l'heure, vous entendrez donc la communication de Madame Lanoir sur Tamar et Tamar, inceste, pouvoir, engendrement, qui était prévu demain à midi 10. Et demain à midi 10, la communication de André Lemaire sur le Kherem et sa transgression. Voilà. Et puis évidemment, ici, un changement au niveau de la présidence, puisque M. Le Maire n'est pas là aujourd'hui. C'est Mme Ziegler qui a accepté de le remplacer aujourd'hui, et puis M. Le Maire présidera demain matin. Voilà, ça c'est la chose que vous devez retenir. Permettez-moi, puisque nous sommes dans une société où faire la publicité n'est plus un tabou, de faire deux annonces un peu publicitaires, mais pas entièrement. Alors, première annonce, je suis très content de pouvoir vous montrer le nouveau numéro de Semitica. Semitica, c'est une revue mythique, on peut dire, qui est éditée quand même dans le contexte de l'Institut d'études sémitiques du Collège de France, fondé ici, et après une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de sommeil de 4 ans, pour toutes sortes de raisons que je ne vous dirai pas, parce que c'est aussi un tabou, on a pu ressusciter cette revue qui contient donc des inédits, des textes nouveaux des domaines du sémitisme et aussi des études qui proposent des nouvelles interprétations. Donc cette revue, vous pouvez la consulter et elle sera à votre disposition pendant les pauses. Et vous pouvez aussi vous adresser à Michael Burki qui est assis là. Michael, tu peux juste te lever. Voilà, si vous désirez acquérir ce revue, il vous dira la marche à suivre et vous aurez à un prix tout à fait avantageux par rapport au prix habituel. Et ensuite... deuxième bonne nouvelle, mais ça malheureusement je ne peux pas encore vous montrer le livre, les actes du colloque que nous avons organisé ici même il y a 2 ans sur les vivants et leurs morts sont en train de paraître sous très peu. Là aussi, vous avez toutes les indications dans un petit prospectus qui est à votre disposition auprès de Michael Burki dans les pauses. Voilà. Alors, excusez-moi pour ces 2 annonces, mais qui quand même montrent aussi que voilà, les colloques qu'on organise ici ont aussi des suites un peu qui s'inscrivent dans la durée. Maintenant, je ne veux pas prendre du temps qui est donc attribué au professeur Jean-Marie Durand, qui va ouvrir ce colloque avec justement une grande question sur l'action qui fait qu'on a honte. Jean-Marie, s'il te plaît.